Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Devoirs. On se retrouve pour notre menu crowdfunding du 28 mai 2023, nouveau numéro dans lequel nous allons en passer en revue les nouveaux projets actuellement en cours de campagne de financement participatif sur Kickstarter ainsi que sur GameFound. Je ne crois pas que cette semaine il y ait de projets sur BackerKit ou d'autres plateformes de ce genre. Du coup ça va être relativement rapide, que encore une fois on est sur une semaine relativement, je dis bien relativement légère. Donc sans plus tarder on va faire le petit point hebdomadaire sur la chaîne, mais avant parce que j'ai déjà oublié la dernière fois, je vais faire le petit point aussi sur le composant de la semaine, puisque vous savez que depuis environ un mois et demi, je présente chaque semaine un composant d'un jeu de ma collection, et vous devez trouver en commentaire de quel jeu il provient. Et il se trouve que chaque semaine, La Flèche, notre très cher commentateur canadien, québécois, commente plus vite que son ombre à la manière d'un Lucky Luke des grandes heures. Et du coup, j'ai dû un peu me creuser les méninges, me creuser le ciboulot pour vous trouver des composants un petit peu compliqués. Donc désolé, parce que en fait pour les autres, généralement, c'est pas spécialement trop facile, j'ai l'impression, mais il est tellement rapide à chaque fois que je me dois de trouver un truc un petit peu plus compliqué cette semaine. Et donc ce n'est pas un, mais trois composants que je vais vous présenter, d'un même jeu, hein, bien sûr, hein, ils sont tous issus du même jeu. Mais cette fois-ci c'est un petit peu plus compliqué, donc même pour la flèche, je pense que trois composants ne seront pas de trop pour qu'ils puissent éventuellement déterminer de quel jeu ils proviennent. Donc les voici, ces trois petits jetons de valeur donc 10, 50 et 100 qui prennent un peu la forme de petits gâteaux, comme vous le voyez ici, assez mignons. Voilà, à vous de voir si vous êtes en mesure de me dire d'où proviennent ces composants, sachant d'autant plus que pour l'instant, je n'ai jamais abordé le jeu en question sur la chaîne, si ce n'est il y a quelques mois, lorsqu'il avait fait son apparition sur le menu crowdfunding. Du coup, petite encart sur le point de la chaîne, hein, le point hebdomadaire sur la chaîne, vous le voyez, bon, comme je l'ai dit récemment, on a quand même beaucoup de menus crowdfunding puisque le suivi a disparu entre temps, le in and out du mois d'avril, bon, comme je vous l'avais déjà expliqué la semaine dernière, j'ai comment dirais-je, une période assez compliquée d'un point de vue personnel, pas professionnel, et encore, c'est pas vraiment moi, c'est plutôt quelqu'un de proche que ça touche, donc c'est un petit peu compliqué en ce moment de produire beaucoup de vidéos. Xavier un petit peu en instance de déménagement, donc c'est un petit peu la même chose, c'est un peu le boxon en ce moment, mais on devrait pouvoir retrouver un rythme assez normal dans quelques semaines, donc pour l'instant c'est essentiellement du menu crowdfunding et quelques petites vidéos par-ci par-là. On devrait quand même avoir la semaine prochaine une nouvelle review d'un projet Kickstarter qui se trouve derrière moi, mais vous ne le voyez certainement pas. Quoi qu'il en soit, 865 vues pour la dernière vidéo du menu crowdfunding de la semaine dernière. Je pensais qu'il irait chercher un petit peu plus, mais en même temps, je me suis rendu compte ce matin que j'avais complètement oublié d'en faire la promotion sur les différents réseaux sociaux. Ensuite, le sondage de la semaine. Comme chaque semaine, vous pouvez aller voir en description de cette vidéo le sondage de la semaine prochaine, hein, pour aller voter pour les projets qui vous semblent les plus intéressants. Et donc cette semaine, on avait un sondage très léger avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 projets, plus le sempiternel, rien pour moi cette semaine, mais voici un joli champ de tulipes. Quelles sont belles mes tulipes! Et cette semaine, le numéro 1, il s'agit de Rose, un projet qui nous vient du Canada pour une fois, et qui sera accompagné aussi de Carson City, qui lui pour le coup est français, même si je crois que l'éditeur ne l'est pas lui. Donc on aura ces deux projets-là pour les gros projets de la semaine, les desserts de ce menu, et pour le reste, The Last Spell, que je voyais certainement un petit peu plus haut. En plus c'est un nouveau jeu de Tabula Games, et en plus de ça, c'est encore une fois une licence de jeu vidéo, donc je pensais qu'il serait un peu plus attendu que ça, mais visiblement la licence dont il est l'originaire, n'est pas forcément aussi populaire que celle qu'on a vue la semaine dernière avec par exemple Apex Legends ou qu'est-ce qu'on avait encore, Monster Hunter par exemple, voilà. Donc un peu moins populaire, mais quand même on se voit, c'est loin d'être ridicule. Go Ahead Punk, ma foi, je ne l'ai pas aperçu. Alors je vais quand même vérifier, histoire de pas dire de conneries, je vais vérifier tout de suite devant vous. Alors vous n'allez pas le voir parce que je ne partage pas l'écran en question, mais est-ce qu'on avait quand même le Go Ahead Punk? Je ne l'ai pas vu lancer. Alors checkons quand même rapidement sur Kickstarter, est-ce qu'il y est ou est-ce qu'il n'y est pas encore? Ah bah si, écoutez, il est lancé, j'avais juste oublié de me mettre un petit rappel, donc il sera présenté cette semaine également finalement, tout compte fait. Ensuite, on avait également Astro Dice et puis Loam qui a recueilli très peu de voix, seulement 2, du côté de chez GameFound. Il sera donc présenté très rapidement dans les entrées de la semaine, aux côtés de 2-3 autres projets, on verra ça tout à l'heure. Sans plus tarder, on est parti donc sur les entrées, les plats et les desserts de cette semaine du menu crowdfunding.
On commence tout de suite par un petit projet japonais, un jeu abstrait intitulé Meridians New Classic qui nous vient de Canale Abstract, déjà leur 4e projet à ce jour sur Kickstarter, après d'autres jeux que j'imagine être également des jeux inspirés de jeux abstraits tels que le shogi, ouais c'est ça, Tori Shogi, Rosenkreuz en allemand. Bref, que des jeux abstraits pour Canale Abstract, et ils reviennent avec Meridians, donc un nouveau jeu qui lui aussi apparemment semble être inspiré du Go, donc un jeu traditionnel japonais, donc vraiment sur un jeu abstrait façon échec et compagnie. Je n'y connais pas grand chose, je n'ai moi-même jamais joué au Go, donc je ne pourrais pas vous dire plus que ça. On aura donc un plateau avec des petites pièces noires ou blanches sur un plateau en bois, on aura aussi une version portable avec un plateau de tissu à la place du bois également disponible. À vous de voir quelle version est susceptible de vous intéresser le plus. Ça peut coûter relativement peu cher, on le voit, parce que si on prend la version portable avec un plateau en tissu, il coûtera seulement 11 €, donc c'est vraiment peu cher, c'est vraiment très abordable. Et par contre, si on va chercher comment dirais-je, une édition avec le plateau en bois véritable, c'est donc ici que ça se passe, on va tout de suite aller chercher du 45, voire du 59 € en fonction du degré de deluxification que vous avez cherché, même 71 € ici, ou encore 84 €, donc à vous de voir vraiment si vous êtes tenté par ce genre de jeu abstrait, auquel cas Meridians pourrait vous plaire, encore plus d'ailleurs si vous avez déjà une expérience au niveau du jeu de Go. Voilà donc pour Meridians New Classic, la nouvelle campagne de Canale Abstract, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et donc pour l'instant, 53 contributeurs, c'est financé 10 jours avant la fin de la campagne. Là, je vous avoue que je suis un petit peu perdu, puisque Thunder Rolls fait une nouvelle apparition sur Kickstarter après le jeu de base qui était sorti de ça un an et demi sur Kickstarter. Sauf que cette fois-ci, il revient chez un autre éditeur, si j'ai bien compris, puisque je ne retrouve pas dans l'historique de Mr. B Games le précédent volet de Thunder Rolls, donc le jeu de base. Je ne le retrouve pas. C'est vraiment un éditeur qui propose des jeux très variés, très différents les uns des autres, avec des micro-succès tels que Hellenica quand même, mais aussi pas mal de jeux qui sont passés très inaperçus, comme récemment Diamond Dig ou Pocket Rails par exemple. Et donc Thunder Rolls, il me semble que c'était chez un autre éditeur précédemment, et là ils reviennent avec une extension, mais je crois que c'est chez un éditeur différent cette fois-ci. Donc à vous de voir si ça vous tente. La thématique, bien sûr, c'est un jeu de course avec des bagnoles, hein, on veut le voir ici, avec une extension intitulée Garage qui plus est, donc qui vient vous apporter encore plus de composants, qui vous permettra de jouer maintenant de 1 jusqu'à 8 joueurs. Et pour rappel, c'était donc un jeu qui était relativement court, je crois que c'était aux alentours de 1 heure de partie, un truc comme ça. Et vous aurez donc de nouvelles cartes, de nouvelles compétences aussi à aller ajouter via cette extension de Garage qui malheureusement ne dispose pas de version francophone pour l'instant. Sachez que vous aurez également un tapis de néoprène accessible pour 39 € si vous voulez remplacer votre tapis, votre plateau central de base par celui-ci en néoprène un peu plus classe. On est sur un circuit façon NASCAR, on va faire juste des boucles et des boucles et des boucles. Donc je ne sais pas exactement comment ça se passe en termes de gameplay. Est-ce que vraiment il y a un intérêt profond au jeu? Parce que vraiment, moi je comprends assez mal le NASCAR pour être tout à fait honnête. J'en ai jamais vraiment vu de course, je me suis jamais vraiment penché sur le sujet de ce sport, mais j'avoue que voir des voitures qui tournent en rond 50 tours, j'ai jamais très bien compris la logique. Donc voilà, c'était bien ça, 30 à 60 minutes la partie, et pour 10 ans plus, donc relativement familial, avec des petites voitures miniatures déjà prépeintes semble-t-il, donc plutôt joli en termes de composants. Reste à voir si derrière le gameplay suit aussi. Donc voilà pour Thunder Rolls avec l'extension The Garage. Là encore une fois, pas de version francophone durant la campagne malheureusement, mais déjà 208 contributeurs, ce qui n'est pas ridicule à 11 jours de la fin de la campagne. Un concept venu de l'espace et qui, en réalité, même s'il est placé dans les entrées de la semaine, aurait pu faire son apparition dans les plats principaux, parce que c'est un concept qui pourrait vraiment marcher. Ça pourrait faire un petit hit, à mon avis, quelque part. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, on est sur un nombre de contributeurs assez modeste, avec 534 contributeurs. Ceci dit, en moins d'une semaine, et pour un premier projet qui plus est, de Camden Games, c'est loin d'être ridicule. Il s'agit de Asteroid Dice, un jeu qui vient mêler un petit peu de gestion de main, mais essentiellement un jeu d'ambiance où l'on va se jeter des dés en mousse à la tronche. Alors ce sont des petits dés d'astéroïdes avec différents nombres de faces sur chacun d'entre eux. Vous allez en choisir un en début de tour. Si vous choisissez le même, vous allez vous balancer les dés sur la tronche. Si ce n'est pas le cas, vous allez lancer votre dé, vous allez essayer de percuter les dés des autres joueurs autour de la table pour leur voler leurs cartes, etc. Avec donc ces petits dés en mousse très joliment réalisés, ça
c'est plutôt joliment présenté, ça vend du rêve, j'ai envie de dire, hein, visuellement c'est plutôt sympatoche. C'est pas du tout un jeu dans mon registre qui rentrerait dans ma collection, clairement, mais ça a l'air d'être relativement fun, c'est pour 2 à 5 joueurs, pour 8 ans et plus, et pour des parties très courtes d'environ 15 à 20 minutes. Voilà, ça va être assez fandard, si vous trouvez le bon groupe pour y jouer, ça peut être très fun à jouer, j'imagine. Voilà donc pour ce qui est de Asteroid Dice, j'ai pas été chercher le prix parce que encore une fois, hein, je vous l'ai dit, hein, les entrées de la semaine généralement on essaie de passer assez rapidement dessus, mais j'imagine que c'est pas outrageusement cher. 534 contributeurs, 32 000 € d'engrangés, 19 jours avant la fin de la campagne. Pour rester dans la métaphore filée de l'espace, un trou noir semble avoir aspiré tout potentiel de financement pour Spectrum, qui actuellement, avec ses 28 contributeurs, culmine à 877 € sur 10 000 approximativement nécessaires. Donc on est loin du financement pour ce nouveau projet qui nous vient de Bombard Games, leur premier projet sur Kickstarter, Spectrum, un jeu basé sur les spectres de couleurs. Donc encore une fois, pas un jeu du tout pour moi. Je suis très mauvais pour ce qui est de la dénomination des différentes couleurs et variations de couleurs. Pour moi, du bleu c'est du bleu et du vert c'est du vert. N'allez pas me sortir tous les petits adjectifs qualificatifs qui suivent derrière, je n'y connais strictement rien. Quoi qu'il en soit, si vous êtes amateur de petits jeux relativement abstraits avec un petit peu de dés également, mais de la stratégie aussi, à vous de voir si ça peut vous tenter. C'est pas du tout un truc pour moi, j'avoue que je n'ai pas cherché outre mesure à savoir quoi que ce soit sur le gameplay, parce que vraiment, ne serait-ce que l'habillage, on va dire, l'apparat de ce jeu aurait plutôt tendance à me filer des boutons qu'autre chose, donc je vais rester assez éloigné de Spectrum, mais si c'est un jeu qui est susceptible de vous plaire, que vous trouvez la thématique intéressante et que vous aimez les jeux abstraits, ça peut être potentiellement quelque chose qui pourrait vous plaire. En l'état pour l'instant, donc 26 jours avant la fin de la campagne, on est très loin du seuil de financement, mais bon, sait-on jamais, un miracle peut toujours se produire. La dernière entrée de la semaine, il s'agit de Time Warp Warriors, un petit jeu pour 2 joueurs à base de jets de meeple, et non pas de jets de dés mais des jets de meeple, qui me rappellent un petit peu vaguement avec nostalgie mes souvenirs du jeu avec les petits cochons que l'on lançait, vous savez, je sais même pas comment ça s'appelait, le jeu des petits cochons, j'appelais ça moi. C'est peut-être le titre officiel d'ailleurs, je ne sais même pas. Quoi qu'il en soit, on va cette fois-ci jeter des meeple, et c'est un jeu donc de stratégie, un petit peu façon combat d'arcade des années 90, avec une DA plutôt pas vilaine ma foi. Faut être amateur de ce côté un petit peu années 90 qui vraiment sent bon la nostalgie pour tous les trentenaires ou quarantenaires qui sont parmi les spectateurs de la chaîne. C'est pas un truc qui m'attire outre mesure, mais pourquoi pas, ma foi, ça peut être fun. En l'état, ça n'a pas vraiment trouvé son public pour l'instant, 35 contributeurs seulement à 26 jours de la fin de la campagne, 1870 € d'engrangés sur 6000 nécessaires pour ce projet qui vient de Mega Mint Games, dont c'est le 2e projet sur Kickstarter. Encore une fois, relativement joli, plutôt belle DA si on est amateur de ce genre de choses. J'ai envie de dire que même les cartes ont l'air d'être plutôt pas mal pensées. Le tout pour 2 joueurs, 25 à 45 minutes la partie, pour du 14 ans et plus, même si très honnêtement c'est beaucoup plus familial que ce qui semble vouloir être signalé par cette icône de 14 ans et plus, tout simplement parce que, on le sait, hein, dans certains pays, notamment outre-Atlantique, pour éviter d'avoir à faire certains tests supplémentaires de contrôle de qualité, etc., de contrôle de dangerosité pour les enfants, on met 14 ans et plus pour des jeux très familiaux, pour éviter d'avoir à dépenser un peu plus d'argent. Donc voilà pour ce qui est de Time Warp Warriors, 35 contributeurs seulement, là encore on n'est quand même pas parti sur un énorme succès. Ceci dit, c'était donc le dernier des projets entrées de la semaine. On va maintenant pouvoir passer à la deuxième partie de la journée, à savoir les plats principaux, les projets un peu médians. Et pas médiocres, hein, ça n'a rien à voir. Le premier plat principal de la semaine, il ne s'agit pas d'un nouveau hamburger de McDonald's, mais il s'appelle bien McBaron, et il a déjà recueilli 400 contributeurs. C'est un petit print and play qui semble s'orienter vers une sorte de nouveau type de jeu, le Watch, Write, Roll. Donc on n'est pas sur un Roll and Write à proprement parler, même s'il y aura du Roll et du Write, mais aussi du Watch, donc une composante d'observation où l'on va devoir décoller avec notre cher biplan, notre avion de guerre de la Première Guerre mondiale, si je ne me trompe pas ici, pour aller bien sûr terrasser les unités adverses.
C'est un print and play, c'est pas folichon en termes de direction artistique, mais en même temps, ça correspond plutôt bien à la thématique. On a ce petit aspect un petit peu ancien, un petit peu vieilli des maps qui nous sont ouvertes dans ce print and play, qui sera enrichi de plus en plus via les stretch goals et aussi dans le temps. D'ailleurs, c'est un éditeur qui avait déjà fait son office sur Kickstarter il y a quelques temps, avec un jeu de F1, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est sa Formula 1 cm, qui était déjà un print and play à 3€ à l'époque, elle fait 870 contributeurs, et donc on est de retour avec Mac Baren, cette fois-ci complètement autre chose en termes de thématique, puisqu'on est sur un jeu de guerre et de mitraille à base d'avions qui vont survoler différents endroits à partir d'un point que vous déciderez au hasard en fermant les yeux. Vous allez décoller de ce point et ensuite vous allez chercher à abattre les différentes cibles qui sont les vôtres en utilisant les différentes opérations qui s'offrent à vous. Il y aura apparemment une grande rejouabilité avec plusieurs terrains mais plusieurs opérations également à aller accomplir. Il y aura un mode solo également. Bref, tout ça pour 3€. Vous prenez pas un gros risque et si vous êtes amateur de jeux de guerre jouables en solo et qui plus est amateur d'aviation, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont amateurs d'aviation et comment dirais-je, de jeux de guerre, et c'est parfois, enfin j'imagine que c'est très poreux entre les deux publics, on va dire, ça pourrait être un jeu sympatoche à tester, surtout pour 3€, c'est pas ce qui va vous faire hypothéquer votre baraque, on va dire. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Mac Baren ou Mac Baron pour 3€. Pourquoi pas, ma foi. Le français pour l'instant n'a pas encore été débloqué, mais ça avait été le cas pour leur jeu précédent, donc à mon avis ça devrait pouvoir se faire également pour celui-ci. On verra bien. Pour l'instant, 400 contributeurs, 1700€ d'engrangés, 13 jours avant la fin de la campagne. Autre jeu au tarif loin d'être prohibitif, il s'agit de Slackjack, un jeu inspiré par le blackjack, comme son nom l'indique de manière relativement transparente. C'est un jeu de déduction sociale, comme on pourrait ne pas s'y attendre, vu le titre. Hein. Certes, on est basé sur du blackjack, oui, donc sur le célèbre jeu de casino, hein. On va chercher à avoir le 21 et pas au-dessus, sinon on bust, je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais ici, il va s'agir de accumuler des richesses parce que nous sommes des pirates. Chaque tour, il va y avoir un capitaine qui va chercher à, comment dirais-je, aller recruter des membres d'équipage qui ne dépasseraient pas les 21 au total, sachant que le capitaine lui-même fera 10 d'office. Et donc, on va chercher à convaincre le capitaine de nous embaucher en espérant atteindre le 21 pour bénéficier tous de trésors. Sauf que on va pouvoir aussi bluffer dans le tas, on va pouvoir aussi se retourner contre le capitaine pour voler de l'or à l'ensemble de l'équipage par exemple. Le tout est pour 4 à 8 joueurs, c'est pour 10 minutes la partie. Ça coûte très peu cher comme j'ai dit tout à l'heure, hein, 9$ pour le pledge de base, le Stowaway que vous voyez ici, qui est donc la boîte de base. Si vous voulez une boîte un peu plus, disons, qualitative, on va dire, parce que là, ici on est plus sur un truc portable à emporter en voyage par exemple, une vraie belle boîte, on va dire, est plutôt de l'ordre de 19$ pour le pledge Crewmate. Ensuite on a un pledge 29$ qui s'appelle Captain, qui vient ajouter en plus des pièces de métal. Alors pour un jeu d'ambiance, je suis pas très convaincu de l'utilité ni de la nécessité de ces dernières, mais après tout, pourquoi pas. Et pour le reste, le retail, c'est pour les boutiques, donc si ça vous intéresse de vendre ce jeu-là en boutique, ça pourrait être relativement sympa. Il n'y a pas de français pour l'instant durant cette campagne, mais vous vous doutez bien que pour un jeu aussi, comment dirais-je, familial et simple à jouer, quand même essentiellement un jeu d'ambiance, il y a très peu de texte à traduire, si ce n'est les quelques mots que vous voyez ici sur certaines cartes de haute valeur, mais c'est après tout. Et puis bien sûr la règle, mais ça c'est une évidence. Et ma foi, c'est à peu près tout concernant Slackjack. On peut quand même rapidement aussi aller voir les frais de port, mais je vois qu'il y a aussi des add-ons, donc les pièces de métal pour 10$ si vous voulez prendre indépendamment, 8$ pour un deck de poker à l'effigie des pirates de Slackjack. Ensuite, les frais de port, disais-je donc, on va essayer de retrouver ça assez rapidement, c'est ici que ça se passe. Pour le Canada, c'est 6, 9, 13$ en fonction de votre niveau de pledge. Pour l'Union Européenne, 7, 8, 9, donc c'est finalement un peu plus intéressant quand on pleure le pledge Captain par exemple. Pour nous en Asie, ça ferait 7, 8, 9, donc relativement abordable là encore. Et qu'en est-il pour la TVA? TVA c'est ici, et donc ce sera ajouté durant le Pledge Manager après la fin de la campagne. Enfin, je ne sais pas s'il y aura un Pledge Manager, en tout cas la TVA sera payée après la fin de la campagne quoi qu'il arrive. Donc voilà pour Slackjack, le nouveau projet, le 26e projet déjà pour Bluebird Entertainment. Juste pour rappel, qu'avait-il donc fait précédemment? Parce que je me souviens du nom, mais pas tellement des jeux derrière. C'est eux qui étaient notamment derrière Sunshine City, dont on avait parlé l'année dernière, ou encore Village Pillage, Robotopia qui n'avait pas financé à l'époque, Cartouche,
Ok, bon, généralement des jeux qui font des scores relativement confidentiels, on va dire, pour ne pas être insultant quand même. Mais voilà, c'est tout pour Slackjack, vous me direz ce que vous en pensez. Celui-ci aussi, on en avait déjà parlé l'année dernière, puisqu'il avait fait l'objet d'une campagne sur Kickstarter à l'époque. Il s'agit de Age of Steam, cette fois-ci sur GameFound. C'est le nouveau projet de Eagle Gryphon Games, l'éditeur derrière tous les Lacerda, qui nous revient également de temps en temps pour d'autres auteurs également. C'est le cas ici pour Age of Steam, avec l'extension volume 4, plus des acrylic track tiles, donc apparemment des tuiles en acrylique, donc pour aller deluxifier un petit peu le tout. C'est un jeu qu'on a déjà vu et aperçu à de nombreuses reprises, je crois 2-3 fois sur le menu crowdfunding depuis le début de son existence, et qui revient à nouveau, donc je pense qu'on n'a pas besoin de passer trop de temps là-dessus. C'est, comme vous vous en doutez, un jeu, on va tout simplement créer un réseau, un maillage ferroviaire sur différents lieux à travers le monde. On a ici par exemple l'Allemagne, les Barbades, Saint-Lucie, l'Amérique de l'Ouest par exemple, etc., etc. Donc plein de lieux, de maps différentes sur lesquelles on pourra évoluer et construire nos voies de chemin de fer, sachant que de toute façon, en termes d'immersion, on est quand même essentiellement sur des grandes maps composées d'hexagones ou de pentagones, je ne sais plus très bien. Donc c'est pas foufou en termes de direction artistique, hein, soyons très clairs, mais en même temps, c'est rarement le fort des jeux de train tels que Age of Steam ou la série des 18XX par exemple. Voilà, après, à vous de voir, hein, vous pouvez aussi aller choper bien sûr les différentes extensions qui étaient déjà sorties précédemment, sachant que dans le tas, il y avait bien sûr une des extensions qui vous permettait de jouer aussi en France, mais également au Japon par exemple. Le pledge est à 96$ pour ceux qui voudraient le Everything New, donc toute la nouveauté, et d'ailleurs on voit que le japonais est présent dans la campagne, hein. Ils sont très fans des trains au Japon, hein, si vous ne le saviez pas, donc ça ne m'étonne pas de les voir ici avec anglais ou japonais, mais pas le français par exemple. C'est vraiment un truc prépondérant au Japon, le train, voilà, c'est une religion le train ici. Ensuite, Age of Steam Deluxe Expansion Volume 4, donc pour ceux qui voudraient uniquement l'extension de Volume 4, c'est 48$. Pour ceux qui veulent essentiellement les petits ajouts de pièces en acrylique, 48$ également. Ensuite, pour ceux qui veulent le all-in de Age of Steam, donc le jeu de base plus toutes les extensions et les acryliques, mais c'est uniquement pour l'Amérique du Nord, c'est 379. Attention, pour l'Europe, c'est ici que ça se passe, c'est le même prix, ceci dit, donc ne vous inquiétez pas, et c'est exclusivement disponible en anglais. Pour les frais de port, alors quand même, j'ai retrouvé rapidement la France parce que ça va me titiller, je le sais sinon. Où sommes-nous, les Français? On est là, voilà, France, 3 à 6 joueurs, parce que oui, le décompte de joueurs n'est pas le même en fonction de la carte que vous allez choisir. Il y avait d'ailleurs aussi quelque part le Japon, que je retrouve voilà, ici, Osaka. Osaka, d'ailleurs, c'est chez moi, hein, pour 2 à 5 joueurs éventuellement. Ma foi, voilà, c'est tout, et donc maintenant je peux passer au frais de port. Sachant que le frais de port, on parle de port, mais ce ne sera bien évidemment pas transporté par train, même si ça aurait pu être très thématique pour le coup, mais ce sera bien évidemment fait par la voie maritime, comme c'est souvent le cas. Canada, 19, 20, 20, 36, en fonction de votre niveau de pledge. Ensuite, pour l'Union Européenne, avec par exemple la Belgique, mais également la France ou le Luxembourg, 24, 24, 24, 32. Et pour nos amis suisses qui sont ici, 31, 31, 31, 38. Et juste par curiosité, pour nous que ça nous au Japon, comme on a une localisation en japonais, ça m'étonnerait qu'on ait un prix très important. 17, 27, 31, 60, ou 73 le all-in, ça pique ça par contre. Hein. Jusque là, bon j'ai envie de dire pourquoi pas, le 73 du all-in pique méchamment. Pour ce qui est de la TVA, à mon avis, vous aurez besoin de la payer dans un potentiel pledge manager à la fin, ou après en tout cas, la campagne. Voilà donc le nouveau projet, la nouvelle extension de Age of Steam, un jeu qui a désormais fait ses preuves depuis longue date déjà, même si encore une fois je suis très peu attiré par tous ces jeux de construction de réseaux de chemin de fer. 1030 backers pour l'instant, 112 000 € d'engrangés ceci dit, donc une assez belle performance, et 13 jours avant la fin de la campagne. Les plus assidus d'entre vous remarqueront peut-être une certaine similarité entre ce jeu et une campagne déjà présentée il y a de ça un an et demi, et c'est bien normal. El Burro, alors je prononce très mal, je n'ai jamais fait de l'espagnol, reprend l'univers de la Granja, qui était sorti à l'époque chez, c'était Board & Dice, je crois, qui avait fait un Master Deluxe set, donc les versions hyper deluxifiées de classiques du jeu de société. Et donc cette fois-ci ce n'est pas chez Board & Dice mais chez Spielworks, donc qui devait être à l'origine je pense du jeu de La Granja d'origine. Ils nous reviennent cette fois-ci avec El Burro, donc dans le même univers, donc l'Espagne, et la même thématique, à savoir les travaux de la ferme et le commerce, la livraison de produits de la ferme, etc.
Donc on reste dans le même univers, la même palette graphique, la même direction artistique globale, disons, mais sur un jeu un petit peu plus complexe vraisemblablement, en tout cas c'est la réputation qu'il a, de 1 à 4 joueurs pour 120 minutes la partie, donc relativement long. C'est un jeu stratégie avec de la gestion de main, mais également beaucoup de draft de dés, comme on en a pu en voir pas mal de fois ces dernières années, notamment avec Encyclopédia par exemple, même si, bon, paix à l'âme de l'éditeur bien évidemment. Et donc c'est un jeu qui se veut être un petit peu plus complexe que La Granja, donc pour tous les amateurs, La Granja c'était déjà un jeu qui se voulait, disons, pas expert mais initié plus on va dire, donc il y a moyen qu'il y ait un petit peu de viande autour de cet os qu'est El Burro, dans lequel vous allez donc faire les travaux de la ferme, ensuite chercher à livrer le fruit de votre dur labeur, disons, jusqu'au port de la Palma, que vous entreapercevez ici, voilà, c'est le point de livraison. Bref, il y aura bien sûr également, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu de gestion de main, il y aura aussi des obtentions de petits pouvoirs asymétriques au cours de la partie qui viendront différencier progressivement les joueurs les uns des autres. Ça a l'air de ma foi d'être relativement sympa, et c'est aussi d'ailleurs par la même occasion par les auteurs de La Granja eux-mêmes, à savoir donc Andreas Odendal et Mike Keller, si je me souviens bien. Et donc, que va-t-on y retrouver globalement? Il y avait un petit descriptif là-dedans, voilà, les 4 phases, la phase de farming, donc la phase dans laquelle on va effectuer les travaux de la ferme en jouant notamment certaines cartes, en gagnant de l'argent, en récoltant certains champs que nous aurons précédemment plantés pour gagner de l'argent, pour recevoir encore plus de ressources diverses et variées. Ensuite, on aura la phase de revenu qui, elle, s'effectuera après un draft de dés. Le dé de revenu déterminera l'action que vous pourrez choisir d'effectuer durant cette phase, et chaque joueur à son tour effectuera cette action. Ensuite on a une phase de transport pour aller justement à dos d'âne livrer nos précieuses productions jusqu'au port, sachant qu'on pourra aussi même prendre un petit peu de temps pour faire une petite sieste, et puis également pour gagner des points de prestige apparemment. On aura une phase de scoring, donc à chaque tour il y aura donc une phase où l'on pourra simplement gagner des points de prestige, et également chercher des petites missions communes à tous les joueurs, donc un petit aspect course également, avant finalement d'atteindre la fin de la partie et de voir lequel d'entre nous a le plus de prestige en fin de partie. Pour le reste, on est sur un jeu quand même un petit peu à l'allemande, hein, soyons honnêtes, hein, et c'est pas toujours très élogieux que de dire qu'un jeu est à l'allemande, en tout cas en termes de mécanique si, mais pas toujours pour la DA, et là c'est plutôt le cas pour le coup. La DA est pas folichonne, c'est pas vilain, soyons honnêtes, hein, mais c'est pas non plus très beau. Pour ce qui est des Neo Pledge, on est sur une copie de base à 79 € pour El Burro, en anglais ou en allemand, mais c'est après tout pour ce qui est des langues disponibles durant cette campagne, en tout cas pour l'instant. Ensuite, on va continuer avec un petit peu les différents composants que vous pouvez en percevoir ici, avec des petits meeples, des petits tokens, etc. Ensuite, on a aussi le plateau de la ferme, justement avec les différentes actions que l'on pourra y effectuer, les récoltes, etc. Là, encore une fois, ça reprend très concrètement le design que l'on avait pu voir justement dans La Granja, avec des cartes qui vont pouvoir venir se glisser sous votre plateau individuel pour vous apporter de nouveaux pouvoirs. Donc, il y aura une asymétrie progressive qui va se construire, se bâtir au fur et à mesure de la partie entre les différents joueurs de la tablée. Ensuite, il y aura aussi un mode solo qui est présenté ici, mais je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Les règles sont disponibles ici en téléchargement, mais en anglais exclusivement, donc pour le français, encore une fois, c'est râpé, même si, vu le succès, bon, mitigé, mais quand même présent de La Granja, il y a peut-être des chances qu'on voit un jour fleurir une version française pour le jeu. Pour le shipping, c'est 15 € de frais de port pour l'ensemble de l'Union Européenne, sauf l'Allemagne, c'est un petit peu moins cher bien sûr. Le Canada, 27 €, et pour nous en Asie, 45 € de frais de port pour El Burro. Ensuite, pour ce qui est de la TVA, qu'en est-il? À mon avis, comme c'est... Ah non, je pensais que c'était comme c'est en Allemagne. Je pensais que la TVA serait incluse, mais apparemment non, le prix n'inclut pas la TVA, et donc il faudra l'ajouter dans le Pledge Manager, j'imagine, quelques semaines, quelques mois après la fin de la campagne. Voilà donc pour El Burro, dans l'univers de La Granja, qui partage pas mal de points communs, de mécanismes communs avec La Granja, mais comme vous le voyez, qui rencontre plus de difficultés pour atteindre un résultat très conséquent, comme a pu le faire le Master Deluxe Set de La Granja, puisqu'actuellement on est à seulement 220 backers, 15 jours avant la fin de la campagne. Certes, on est sur GameFound, mais quand même, c'est assez léger pour un jeu dont les auteurs sont déjà bien connus, dont le premier épisode de la série de jeux dont il est issu, avait fait plutôt un beau succès. Donc, ouais, c'est un mini-beat pour l'instant pour El Burro. La semaine dernière, ce n'était pas un, ce n'était pas deux, c'était même 3 projets qui étaient inspirés directement d'une licence de jeux vidéo qui avait fait leur apparition dans le menu crowdfunding.
Cette semaine, il n'y en a qu'un, mais c'est un jeu qui fait plutôt un joli petit succès pour l'instant. Il s'agit de The Last Spell. Alors pour être honnête, je ne connaissais pas du tout le jeu vidéo dont il est issu, même si un pote japonais est très fan et m'a dit celui-là j'aimerais bien me le prendre, alors qu'il ne possède pour l'instant aucun jeu de société. C'est moi qui lui ai fait découvrir un petit peu l'univers du jeu de société, et il a trouvé ça dans la semaine qui suivait notre première session de jeu de société ensemble. Et du coup, je sais pas s'il va se mettre dessus, parce qu'en plus, il y a une version japonaise, mais bon, ça, en demeurant, vous vous en foutez, et vous avez bien raison. Quoi qu'il en soit, The Last Spell, c'est le nouveau projet de Tabula Games, l'éditeur italien, que vous connaissez certainement. Ils avaient pondu pas mal de projets qui, en général, marchent plutôt bien sur Kickstarter. Le premier hit qu'ils avaient produit, c'était Barbarians, mais ensuite, ils avaient plutôt consolidé leur réputation grâce à Mystea et Ikayon, Volferion aussi, mais bon, c'était plus un deck building relativement classique. Sanctuary qui avait fait un bon résultat en termes de backer, mais qui ne semble pas avoir conquis tellement de monde. On n'en voit quasiment aucune critique sur les différents réseaux, on voit personne y jouer en réalité. Sons of Ferial qui était plutôt cool pour le coup, même si un peu plus complexe, pas forcément, parfois un petit peu contre-intuitif. Et puis plus récemment également, l'année dernière, on avait traité Lyozen en vidéo également, qui avait l'air d'être assez sympa malgré ce château qui bouche un petit peu la vue de certains joueurs par moment. Et donc ils nous reviennent cette fois-ci avec une licence de jeu vidéo, et c'est la première fois qu'ils prennent une licence, une IP comme disent les Anglais, une Intellectual Property, pour pondre un jeu, et donc The Last Spell, qui, si je me souviens bien de ce que m'a dit mon pote japonais, est une sorte de jeu de tower defense, avec un aspect un petit peu vieillot, mais dans le bon sens du terme, un petit peu old school, dirait-on, plutôt que vieillot qui est un peu plus connoté négativement. Quoi qu'il en soit, qu'en est-il donc de The Last Spell? Pour l'instant, 1900 backers, c'est plutôt un bon début de campagne, 235 000 € d'engrangés, donc vous pouvez déjà imaginer que le prix du pledge est pas donné, et 20 jours avant la fin de la campagne. Vous voyez déjà qu'on a aussi, grâce à la campagne, une micro-extension intitulée Sinister Shadows qui viendra enrichir votre pledge gratuitement contre 21 € en boutique, et qui s'accompagnera de 12 miniatures de monstres supplémentaires, ainsi que les quelques cartes qui vont avec. Donc c'est le petit Why Back Now, le petit pourquoi backer durant cette campagne plutôt qu'attendre la sortie en boutique. Ensuite, continuons, c'est un nouveau jeu de Nestor Mangone et Alessandro Veracci, qui, si je me souviens bien, sont des auteurs maison de Tabula Games. Et vous le voyez ici, on aura donc une map centrale, une sorte de dungeon crawler, avec des éléments de décor également, tels que des bâtiments ou des murs par exemple. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 120 minutes, donc relativement long. Et c'est bien évidemment, comme toujours avec Tabula Games, disponible en un échantillon assez large de langues, telles que le français ou encore pour le coup le japonais, même si ce sera exclusivement, comme vous voyez ici, en digital. Donc vous aurez le livret de règles en version PDF. Pour ce qui est du texte sur le jeu lui-même, ce sera en anglais, et peut-être qu'à terme, en fonction du succès existant ou non de la campagne, peut-être qu'on verra fleurir encore une fois des versions françaises ou je sais pas, espagnoles ou même japonaises en physique, en dur, et pas seulement en PDF. Alors, on va maintenant pouvoir explorer un peu plus en avant la campagne. Vous voyez ici certains des personnages que vous pourrez incarner. Vous imaginez bien qu'ils répondent à des archétypes tout à fait classiques de l'epic fantasy, on va dire. On a ici le gros barbare avec sa grosse hache et son épée. On a une personne qui sera vraisemblablement plutôt orientée, disons, soin ou magie. On a une personne qui sera plutôt orientée combat à distance avec son arc, etc., etc. On reprend vraiment les archétypes très classiques, mais qui ont fait leur preuve depuis des années et des années, voire même des décennies déjà. Et on est sur un jeu coopératif, donc on va chacun prendre un personnage légèrement asymétrique, et on va essayer de tirer le meilleur parti de ses compétences, de ses capacités, qui vont venir bien évidemment s'enrichir au fur et à mesure que la partie se déroule, pour réussir à remplir les différents objectifs qui nous sont imposés, le tout dans une direction artistique un petit peu orientée 8 bits, donc très clairement avec une odeur de années 80-90, qui n'est pas pour déplaire à un grand nombre de joueurs. C'est un petit peu à la mode ces dernières années, il faut être tout à fait honnête, l'appel à la nostalgie est toujours relativement efficace, même s'il y en a aussi un paquet que ça éloigne.
Alors ensuite, on va maintenant pouvoir voir un petit peu de quoi il s'agit en termes de gameplay. On aura bien évidemment, vous le voyez ici, des combats et du city management également. Donc on pourra aussi être amené à gérer un petit peu sa cité, notamment en termes de production de ressources notamment. On aura ensuite différents scénarios dans lesquels on pourra évoluer. On pourra aller chercher bien sûr de nouveaux items dans des différentes boutiques de magie ou d'équipement par exemple pour aller renforcer nos personnages. On pourra aussi partir à la conquête de différents donjons pour nettoyer son contenu en fait, simplement en retirer les trésors tout en défouraillant sur tout ce qui bouge devant nous, sauf nos potes autour de la table, sinon ça n'a pas beaucoup de sens pour un jeu coopératif. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre? Il y a apparemment aussi un système de jour et de nuit, avec bien évidemment un impact des deux phases de la journée sur, j'imagine, la puissance par exemple des adversaires. Vous pourrez donc utiliser ces phases de jeu, notamment ici pour la journée, pour aller faire un petit peu fructifier l'économie de votre cité, fortifier vos défenses ou aller upgrader vos personnages et leur équipement. Et ensuite la phase de nuit où vous aurez donc des attaques de gros monstres. Alors c'est pas des donjons, donc du coup c'est pas vous qui allez partir dans des donjons, c'est eux qui vont venir à vous pour vous foutre sur la tronche apparemment, si j'ai bien compris, avec le Purple Mist, l'espèce de brouillard rosé, disons violacé, qui va amener son lot de monstres qui va venir vous menacer et vous massacrer si vous ne prenez pas garde. Bien sûr, vous vous doutez que si les héros ont leur propre spécificité asymétrique, il en va de même pour les monstres qui eux aussi auront leurs propres forces et faiblesses. Il y aura aussi une pléthore de nouvelles armes et compétences à aller débloquer dans les boutiques, peut-être également via des trésors à aller choper par-ci par-là, je ne sais pas. Là, j'ai pas fouillé plus que ça. Ensuite, les pledge levels. Premier pledge, 109 €. Donc oui, déjà, on paye un petit peu la licence. Comme toujours, les jeux à licence, c'est un petit peu cher. Vous avez vu qu'il y avait en plus des miniatures, donc ça monte assez rapidement. Pledge de 109 € pour le pledge de base, qui s'accompagne donc de la boîte de base, bien évidemment, ça me semble logique, plus l'extension Sinister Shadows que j'ai mentionné tout à l'heure, qui donc coûterait 21 € en boutique, mais qui sera gratuite durant la campagne et qui s'accompagne de 12 nouveaux monstres avec leurs miniatures et leurs cartes. Ensuite, en 159 €, on a le pledge Apocalypse qui s'accompagne donc de la boîte de base plus l'extension Sinister Shadows gratuite, ainsi que 3 autres extensions. Vous voyez ici Carnage Unleashed, Whispers of War et The Twins apparemment, pour 23, 12 et 15 € respectivement si vous les prenez en boutique. Et donc, petite ristourne sur la globalité de ce pledge qui devrait coûter normalement 180 € si vous prenez chaque truc à l'unité en gros. Ensuite, en add-on, vous pouvez bien sûr prendre chacune des extensions en add-on si vous le souhaitez. Par exemple, si Sinister Shadows ne vous intéresse pas et que vous voulez exclusivement The Twins, vous pourrez le faire pour 23 € par exemple, avec les deux miniatures des jumelles en question, avec un dé supplémentaire, avec également des cartes supplémentaires, des standees également. Bref, chacune des extensions disponibles en add-on à l'unité, à vous de voir. On a aussi le lieutenant Lamas, qui doit être, j'imagine, un personnage du jeu vidéo qui est disponible pour 8 €, donc un personnage jouable supplémentaire. Ensuite, Carnage Unleashed, l'autre extension que j'ai mentionnée tout à l'heure, pour 12 €. Whispers of War également, 15 €. Des sleeves, protège-cartes pour l'ensemble du jeu, éventuellement 18 €. Et puis encore un autre pack de sleeves. Ah d'accord, c'est pour le pledge de base, 15 €. Et si vous voulez suffisamment de protège-cartes pour l'ensemble du jeu, ça va être 18 € à mon avis. J'ai pas fouillé plus que ça. Le first player token, d'accord, un petit token de métal pour le premier joueur à 2 €. Bon, il n'a pas l'air d'être très très joli au demeurant. Et puis également, comme souvent avec Tabula Games, des reposes verts, des dessous de verre pour 3 € à l'effigie du jeu. Ensuite, continuons, on va essayer d'aller assez rapidement découvrir le contenu de la boîte de base. Voilà, c'est ici que ça se passe, avec le plateau central, les différents petits standees de décor, on va dire, avec par exemple des arbres, des murs ou que sais-je encore, des standees de mages également, les petites pièces d'or, avec là encore une fois ce petit aspect 8 bits assez vieillot mais assez sympatoche, le plateau des boutiques avec les différents équipements et sorts que l'on pourra acquérir pour nous rendre plus puissants encore, des potions, des murs, en bois comme en pierre par exemple pour aller fortifier nos défenses. Alors que j'entends que mon petit garçon est en train de pleurer, il va falloir que je fasse une pause rapidement. Les bâtiments que l'on va pouvoir construire dans notre cité pour en tirer les bénéfices bien évidemment en termes de ressources ou également d'obtention de nouveaux sorts et d'équipements par exemple.
des ruines, des tonnes de nouvelles armes de mêlée, d'armes à distance, d'armes magiques, etc., etc. Les miniatures de chacun des personnages que l'on pourra jouer, qui ont l'air d'être plutôt détaillées qui plus est, avec leurs tug boxes respectives, j'ai dit respective avec un R anglais, respective, donc le matériel de chacun des personnages qui pourra être rangé dans une petite boîte individuelle, c'est plutôt sympa en termes de rangement et d'installation, des petits tokens, etc., etc. Ensuite, les monstres, hein, bien évidemment, une tonne de monstres avec leurs miniatures eux aussi, donc là encore une fois plutôt très joliment réalisé. On va maintenant pouvoir passer assez rapidement à la suite. Le lieutenant Lamas, donc le 5e personnage jouable qui a été ajouté donc en add-on pour 8€. Ensuite, les extensions, bon, ça rajoute encore une fois des monstres supplémentaires, qui ici par exemple les Twins qui sont quand même très joliment réalisés, avec leur matériel supplémentaire, pareil pour Carnage Unleashed, etc., etc. On va maintenant pouvoir passer au frais de port. Alors oui, quand même, par acquis de conscience, je dois mentionner que Tabula Games a un petit système de récompense pour les précédents backers de leurs autres jeux qui leur permettent d'obtenir certains petits bonus ou certaines petites ristournes complémentaires, donc payer un petit peu moins cher par exemple. Donc si vous avez précédemment backé d'autres jeux de Tabula Games, vous pouvez bénéficier de ce petit bonus qui s'appelle Tabula Pulse, qui vous permettra éventuellement de bénéficier de certains petits avantages. Alors donc, disais-je, ah oui, au-delà des frais de port, on a aussi une vidéo de Ludovox en français, éventuellement pour ceux que ça intéresse, pour en apprendre un peu plus sur le gameplay, un peu plus en détail que je ne pourrais le faire, parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Vous pourrez donc consulter celle de Ludovox, avec un petit ludo-chrono des familles, pour vous présenter le jeu de manière assez succincte. Ensuite, le shipping, disais-je, Canada, 35 à 40€ de frais de port, Belgique, France, 18 à 23, relativement abordable. Ensuite, pour nos amis suisses, 45 à 55, là par contre ça pique méchamment. Et pour nous qui sommes au Japon, 30 à 40€ de frais de port. Pour ce qui est en tout cas du pledge The Last Spell, donc ça va être uniquement pour le pledge de base. Et ensuite vous avez aussi le pledge Apocalypse, donc le pledge all-in, qui va vous proposer des frais de port un petit peu upgradés eux aussi. 40 à 45 pour le Canada, 22-28 pour la France et la Belgique, 90 à 105 pour la Suisse. Oh là, ça pique méchamment. Et le Japon, 35-45, on est quand même bien mieux loti que nos amis suisses, donc c'est assez triste à dire, mais bon, parce que la Suisse est quand même juste à côté de l'Italie, pays donc de l'éditeur de base. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour The Last Spell, le nouveau projet de Tabula Games qui, pour la première fois de son histoire, utilise une licence de jeu vidéo, une IP comme on dit en anglais. Reste à voir si vous connaissez le jeu d'origine, si vous en êtes fan ou pas, si c'est susceptible de vous faire chavirer, de faire pencher votre cœur vers un potentiel back sur The Last Spell. En tout cas, Tabula Games, c'est plutôt un gage d'assez bonne qualité en règle générale, et d'un matériel relativement classe qui plus est. 1900 backers, 20 jours avant la fin de la campagne, 235 000€ d'engrangés d'ores et déjà. On parlait tout à l'heure de nostalgie, on part cette fois-ci encore plus loin dans le passé, dans les années 70 où je n'étais même pas encore né. Xavier par contre, oui, bah oui, Xavier il est vieux, que voulez-vous. Go Ahead Punk, un jeu inspiré par le cinéma de flics des années 70 dans les États-Unis et plus précisément à San Francisco. Il s'agit ici d'un jeu de 1 contre tous avec du déplacement caché, un petit peu à la manière de Lettres de Whitechapel par exemple, même s'il y a plein d'autres jeux du même registre, du même acabit. C'est pour 1 à 4 joueurs, oui le jeu est jouable exclusivement en solo également, enfin pas exclusivement mais jouable en solo aussi, disons. Ensuite, pour des parties de 60 à 90 minutes, pour des joueurs de 10 ans et plus, donc relativement facile à prendre en main, relativement accessible. Pour l'instant, le jeu a attiré 151 contributeurs avec 12 000€ d'engrangés approximativement. Le projet est donc financé, comme vous pouvez le voir, à 26 jours de la fin de la campagne, et c'est le premier projet de Next Dimension Games, qui est un nouvel éditeur anglais. Ensuite, qu'y a-t-il dans ce jeu que nous propose Next Dimension Games? Bien vous le voyez, on a ici le plateau central qui représente la ville de San Francisco dans les années 70, un joueur avec un paravent pour cacher ses mouvements, ses ressources, etc. Donc c'est le tueur en série qui est armé d'un sniper et qui effraie l'ensemble de la population de San Francisco, et en face de lui, jusqu'à 3 flics qui vont tenter de l'intercepter, de l'arrêter, voire de mettre fin à ses jours avant qu'il ne s'échappe par un des 4 ports de la ville. Donc vraiment ça reprend pas mal de petites spécificités de jeux tels que Lettres de Whitechapel ou tout autre jeu de déplacement caché qui sont maintenant un petit peu tous sous
le règne un petit peu de Mind MGMT qui a pris les commandes depuis son arrivée il y a environ 1 an et demi, 2 ans. Je sais pas si du coup Go Ahead Punk fera pâle figure ou réussira à trouver son public et à convaincre les backers. Pour l'instant on est sur un résultat relativement, disons, modeste, mais c'est un primo-éditeur qui plus est, avec une DA, alors certes qui correspond bien à l'époque, on est effectivement très orienté années 70 des États-Unis, etc. Mais je suis pas convaincu que ce soit de manière hyper classe, quoi, disons. Certes, il y a vraiment une patte graphique un petit peu old school, mais pas old school joli, quoi, juste old school vieillot pour le coup. Alors, ici vous avez les différents personnages, les différents flics, les différents policiers que l'on pourra incarner, hein, Frank Brannigan, Catherine Lacey, etc. Et comme vous pouvez imaginer, ils auront un petit peu de compétences légèrement asymétriques qui vous permettront d'établir certaines stratégies, de collaborer, d'unir vos efforts pour arrêter Stinger, le fameux meurtrier au sniper qui va chercher à abattre 3 ou 4 personnes avant de fuir par l'un des 4 ports de la ville. Voilà pour le contenu en gros, en termes de matériel, c'est là encore une fois pas foufou, hein, visuellement parlant, ça vend pas du rêve, disons. Hein, ça me met pas la tulipe à 80 degrés, soyons honnêtes, mais bon, ça peut être un jeu qui fait le job en termes d'expérience, de gameplay. Ça, je n'en doute pas, hein, certainement que c'est un très bon jeu, mais c'est pas un jeu qui me donne spécialement envie de le tester, disons. Il y a aussi donc le mode solo que j'ai mentionné tout à l'heure qui vous permettra, moyennant l'utilisation d'un petit deck de cartes spécifique à ce mode, de jouer seul contre tous, éventuellement. Ensuite, il y a aussi un pledge deluxe avec 2 personnages supplémentaires. Alors, est-ce que ça veut dire que vous pourrez jouer jusqu'à, du coup, non plus 4 mais 6 joueurs? Là-dessus, je ne sais pas, je n'ai pas les infos. Mais donc, on aura aussi les miniatures pour accompagner le tout, même si elles n'ont pas l'air d'être époustouflantes. Ensuite, justement, allons voir un petit peu de quoi il retourne au niveau des pledges. Voilà, c'est ici que ça se passe. Les pledge rewards, 45 livres pour le pledge de base, 45 livres, ce qui équivaut actuellement à 52 € pour Go Ahead Punk. Ensuite, pour ceux qui voudraient le Early Bird Deluxe Edition, c'est 53 livres, mais j'ai l'impression que le Early Bird est déjà fini. Donc, pour celle-ci, c'est fini. Ensuite, Go Ahead Punk en Deluxe, c'est 58 livres, soit 67 € à l'heure où je vous parle. Pour le shipping, l'Union Européenne, c'est 17 livres, quoi qu'il en soit, hein, quoi que soit votre version choisie. Ensuite, pour la Suisse, 27 livres, donc un peu plus cher, certainement aux alentours de 35 €, c'est quand même un petit peu chéro. Le Canada s'en sort pas trop mal avec 18 et 19, et pour nous au Japon, ce serait 23 à 25 livres de frais de port. Et pour ce qui est de la TVA, ça nous vient d'Angleterre, donc à mon avis, il faudra sortir un petit billet supplémentaire suite à la campagne pour espérer mettre la main sur le jeu. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Go Ahead Punk avec ses 150 petits contributeurs 26 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec Loam, et oui, j'avais dit que je le mettrais dans les entrées, et je le mets en fait dans les plats principaux parce que c'est un projet vachement original. Alors certes, je comprends qu'il n'ait pas attiré grand monde, je comprends pourquoi il n'a pas attiré grand monde, mais quand même j'aimerais au moins saluer la petite originalité de Loam, ce petit jeu de set collection, de set matching comme ils appellent ça, mais ça revient plus ou moins au même, dans lequel vous allez chercher à développer le meilleur sol, le sol en meilleure santé parmi tous ceux autour de la table, le sol le plus fertile pourrait-on même dire, autour de la tablée. Donc c'est plutôt original en termes de thématique, ça a été fait d'ailleurs par un scientifique qui est un petit peu un expert de cette thématique on va dire, et c'est pour 1 à 4 joueurs, pour des parties relativement courtes d'une trentaine de minutes, et ça s'accompagne en plus de petits insectes, de petits organismes vivants qui sont réalisés en argile et qui seront donc disponibles dans le jeu avec vraiment cet aspect-là, cette apparence-là, ce qui est assez original. Donc je serais curieux de le tester un jour, je serais très très loin d'aller le tester, mais je trouve ça assez original, et ça a aussi ce petit caractère un petit peu jeu éducatif. C'est pour un 4 joueurs, j'ai déjà dit, 10 ans et plus, et 20 à 45 minutes la partie, donc un jeu relativement court, avec donc ces petites miniatures, comme on pourrait dire, qui sont donc conçues en argile, semble-t-il. On va donc jouer à chaque tour une de 3 ou 4 cartes qu'on a dans notre main, donc il y a un aspect gestion de main, gestion de ressources également, et on va devoir placer progressivement différents organismes vivants, tels que ces petites saucisses que vous voyez ici. Je suis désolé, ça ressemble à des saucisses, hein, j'ai peur. Ça ressemble à des knackis, c'est pas ma faute.
Et on va chercher donc à créer le sol le plus, comment dire, le plus luxuriant, le plus amène de faire apparaître la vie, on va dire, hein, d'avoir le sol en meilleure santé possible, en gros. Et donc pour cela, il va falloir activer différents animaux et leurs actions, bien évidemment. Il y aura tout un set de petites icônes qu'il faudra aussi prendre en compte pour faire évoluer notre sol dans différents secteurs, on va dire. Et la partie, après une quarantaine de minutes, se termine, on doit compter les points, et c'est à peu près tout. Voilà, c'est relativement simple, mais je trouve que le côté un petit peu éducatif, un petit peu original en termes de matos, mais également en termes de thématiques, peut être un petit peu salué malgré tout. Et en fait, c'est vrai que quand on se penche en plus sur la campagne de GameFound, on voit que pour un jeu sur GameFound, pour un primo-éditeur avec une thématique très particulière, une DA très particulière, eh ben, ma foi, 154 backers, il s'en sort plutôt pas mal. 34 jours avant la fin de la campagne, on n'est pas encore financé, on est à 7900 $, donc ça devrait pouvoir se faire, hein, 10 000 $ de financement, à mon avis, ça va être fait dans la semaine qui vient, certainement. Mais c'est un petit jeu qui méritait d'être présenté à mon avis. Donc voilà, je le mets quand même malgré tout dans les plats principaux, même s'il n'était pas très attendu. 40 $ pour le pledge de base, 50 si vous êtes en boutique et que vous voudriez faire une grosse commande éventuellement parce que vous êtes très fan de nature et de petits insectes. Ensuite, pour ce qui est des frais de port, pour la Belgique ou la France par exemple, c'est de l'ordre de 15 à 17 $ en fonction de si vous prenez une ou jusqu'à 4 copies du jeu. Ensuite, si vous êtes au Canada, c'est 18 à 21 $. Et puis nous sommes au Japon par exemple, ce serait 21 à 30 $ de frais de port. Sachant que la TVA sera calculée séparément aussi, donc vous aurez un petit billet de plus à sortir. Voilà pour l'Home, j'ai réussi quand même à faire relativement court. On entre maintenant dans la dernière partie de notre menu crowdfunding hebdomadaire, à savoir les desserts, les gros projets de la semaine, avec un projet disponible en version francophone comme vous pouvez le voir ici sur GameFound. Il s'agit de Carson City, la Big Box, la nouvelle impression de Carson City, un jeu sorti, si mes souvenirs sont bons, en 2008 ou 2009 dans ces parages-là, par Xavier Georges, l'auteur entre autres de 3 ou de Carnegie plus récemment par exemple, un auteur de renom avec un jeu qui a vraiment fait quasiment l'unanimité. C'est un jeu qui est très bien noté sur BGG, j'ai oublié la note en question, mais c'était quoi? C'était 8.0 sur BGG si on en croit la Carson City Big Box, la page de la Big Box qui était sortie en 2015 à l'époque. Vraiment un jeu qui a connu une très belle réception, une très belle réputation et qui était out of print comme on dit, donc qui était en rupture de stock depuis bien longtemps. Et donc Queenette Games revient avec une nouvelle impression, une nouvelle édition de Big Box avec toutes les extensions sorties précédemment dans la boîte directement, avec une version légèrement deluxifiée qui plus est, on verra ça par la suite. Ceci dit, sur GameFound, ils ont proposé une page qui manque un petit peu de détails. Alors je comprends que le jeu a joui d'une réputation qui ferait pâlir bien des jeux, hein, bien évidemment, mais le problème c'est que pour ceux qui n'ont jamais joué à Carson City, il y a assez peu de matière pour ce qui est de présenter le jeu et les différents éléments de gameplay qui le composent. Alors certes ici on nous dit quelques petits mots-clés, hein, on voit que effectivement il y aura du placement d'ouvriers, il y aura du placement de tuiles pour aller composer notre ville que vous voyez ici, il y aura un petit peu de contrôle de territoire également pour les différentes tuiles, les différents quartiers, les différents bâtiments qui composent notre ville. Certes, ok, mais en termes de présentation dans la campagne de ce que propose le jeu en termes de gameplay, il y a 2-3 vidéos de créateurs de contenu, bien évidemment, mais dans la campagne elle-même, il n'y a pas vraiment de présentation détaillée du gameplay, et n'y ayant jamais joué, je ne pourrais pas vous en dire grand-chose, ce qui me dérange un petit peu. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est pour 1 à 6 joueurs, donc une configuration de joueurs assez large, avec un mode solo, ce qui n'était pas le cas précédemment également. Carson City était très apprécié, mais on soulignait parfois l'absence de solo. En même temps, il est sorti à une époque où le solo n'était pas aussi populaire qu'il n'a pu le devenir entre-temps. Donc c'est pour 1 à 6 joueurs, disais-je, pour 13 ans et plus, et pour des parties d'environ 90 minutes. Donc ni trop long, ni trop court, un jeu assez sympatoche à sortir à mon avis. Et donc vous allez bâtir votre cité, vous allez essayer de prendre contrôle de certains territoires, vous allez faire un peu de pose d'ouvriers, donc un petit peu de gestion de ressources, que généralement ça va de pair également.
Vous allez voir également que maintenant on a un mode solo qui a été conçu pour cette campagne et qui donc utilisera un petit deck de cartes spécifiques pour vous mettre des bâtons dans les roues. Vous verrez aussi que durant la campagne GameFound, on aura aussi un insert. Alors je ne sais pas si c'est Black Magic, ok, je pensais que c'était Game Trays, mais c'est Black Magic. Black Magic, c'est des anciens de Game Trays qui ont décidé de montrer leur propre boîte, et donc ça s'appelle Black Magic, c'est aussi de la qualité, et du coup en termes de rangement et d'installation, vous êtes plutôt bien loti si vous prenez cette big box de Carson City. On a aussi quelques petites règles qui ont été légèrement revues, légèrement polichées, un petit peu comme on policherait une petite boule de bowling avant de faire un strike, voyez-vous. Donc on peut dire que le jeu a été légèrement parfait, parfait du verbe parfaire, hein, pas l'adjectif. Donc il a été un petit peu poliché, un petit peu revu et corrigé pour l'occasion. Ensuite, pourquoi backer maintenant? Alors d'abord, vous l'avez perçu, mais le Black Magic, donc les inserts plastiques pour la totalité du jeu, c'est quand même très très cool. C'est un gain d'ergonomie, de temps sur l'installation et le rangement. Aussi les pièces de métal qui ont l'air d'être relativement classiques, mais c'est toujours un gros plus en termes de deluxification. On a même quelques petits billets de 20$ également en métal. Ensuite, on aura l'option Woodpack, on aura donc l'option en carton et l'option en bois, donc avec tous ces, par exemple les chevaux, les pistolets, les montagnes, les maisons, etc., que vous pourrez avoir en petit token de carton classique, avec un artwork un petit peu plus joli certes, ou vous pourrez prendre le Woodpack, donc le pack éléments de bois, comme vous pouvez les voir ici, qui seront aussi exclusifs à la campagne GameFound. Donc quelques petites raisons supplémentaires d'aller backer durant la campagne plutôt que d'attendre une potentielle arrivée en boutique de cette nouvelle impression du jeu. Ici vous voyez justement la version en carton avec des artworks un peu plus jolis certes, mais pour ceux qui préfèrent le bois, c'est quand même plus sympa comme ceci. Alors, ensuite, personnellement, je vous dirais d'abord que je suis très très curieux de ce jeu, j'aimerais beaucoup le tester parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, notamment par un ou deux créateurs de contenu qui généralement partagent des goûts relativement proches des miens, donc je serais tenté de le tester, mais j'avoue que visuellement je suis pas du tout convaincu par Carson City. Je trouve que visuellement c'est pas très beau, je trouve que pour le coup c'est vraiment vieillot et que ça aurait peut-être mérité un petit peu une refonte graphique. Je ne sais pas dans quelle mesure, hein, je ne suis pas du tout compétent à la matière, mais je trouve que visuellement c'est pas si joli que ça personnellement. Vous me direz ce que vous en pensez. Au-delà de ça, c'est vrai que c'est une composante du jeu, hein, la direction artistique, qui n'est pas forcément la plus impactante, la plus importante en termes de plaisir ludique, bien évidemment, mais là quand on présente une photo pour mettre en avant son jeu, c'est quand même un peu mieux quand le jeu est très beau. Et pour moi, personnellement, c'est pas vraiment le cas. Sachez également que durant la campagne, tous les prix mentionnés le seront avec la TVA incluse, donc vous n'aurez pas besoin de sortir de petits bifetons supplémentaires dans un potentiel pledge manager, les prix contiennent déjà la TVA. Alors, vous voyez ici le plateau central pour les deux rectos, enfin les deux faces du plateau, on va dire. Je ne sais pas si c'est une question de joueurs autour de la table, est-ce que c'est pour 2 ou est-ce que c'est pour 4 ou 6, je ne sais pas. Bref, il y a deux faces différentes. Ensuite, les plateaux individuels que vous pouvez voir ici, je n'ai pas souvenir d'avoir entendu parler d'asymétrie, sachant que les petits plateaux que vous voyez ici, c'est pour l'extension Horses and Heroes, qui est donc incluse, toutes les extensions sont déjà incluses dans cette big box. Ensuite, on a tout un tas de petites tuiles de bâtiments, hein, la prison, la station de train, l'hôtel, etc., le forgeron, etc. Bref, tout un tas de différents commerces et bâtiments que vous pourrez bien simplement apposer sur la ville de Carson pour aller développer votre contrôle du territoire en question et en retirer tout un tas de bénéfices, bien évidemment. Ensuite, on aura tout un tas de personnages supplémentaires, hein, donc 20 cartes de personnages, 20 tuiles apparemment de personnages, qui proviennent des différentes extensions ainsi que du jeu de base, bien évidemment. Ensuite, les petites routes en bois, très classiques, un petit sac en tissu, des dés, quelques pièces en carton pour l'occasion, hein, ça c'est la version de base, on verra pour la deluxe plus tard. Ensuite, tout un tas de meeples dans tous les sens qui vous seront utiles pour le placement d'ouvriers notamment. Ensuite, des dés, des tokens, etc., le matériel nécessaire pour le mode solo. Et puis, ma foi, ensuite, vous avez aussi la différence entre le woodpack et le cardboard, donc le carton ou le bois, à vous de choisir. Je trouve que le bois est quand même plus sympatoche visuellement, mais les artworks sont plus jolis sur le carton. Ensuite, le tray, donc l'insert en plastique assuré par Black Magic. Et ensuite, on va pouvoir maintenant arriver au
pledge, oui c'est ça. Les niveaux de pledge sont présentés ici. Alors d'abord pour ceux qui ont déjà Carson City mais qui voudraient simplement une upgrade avec donc l'insert en plastique de Blackmagic, le solo par exemple également, c'est l'occasion de le faire avec ce pledge ici à 35 €. Pour ceux qui n'ont pas le jeu, vous pourrez ensuite avoir le choix entre l'édition cartonnée, avec les éléments que vous voyez ici, pour 75 €, donc quand même pas donné, ou l'édition avec le bois, donc à la place du carton, pour 95 €, donc encore une fois, pas donné. Et ça aussi, c'est un petit reproche que j'aurais tendance à lui faire. Alors certes, il est très fourni, il y a l'insert de plastique, donc ça rajoute beaucoup de valeur, etc., oui, mais en l'état, pour le matos, au-delà de l'insert de plastique, le matos n'est pas flamboyant. 75 € pour une édition de base, ça me semble un peu cher. Et même avec des meeples en bois, certes c'est classe, 95 €, là encore une fois, ça me semble un petit peu chéro. Alors je sais que la boîte est remplie à la tronche, qu'il y a beaucoup d'éléments, que c'est un jeu très apprécié, mais ça me semble être un petit peu cher comme ticket d'entrée. En add-on, vous pourrez aussi ajouter d'autres jeux de Queenette Games et de Xavier Georges, par exemple ici Carnegie, que vous pourrez prendre pour 90 €. Vous aurez aussi en add-on la possibilité de prendre les pièces dans métal pour aller deluxifier encore un peu plus votre jeu pour 40 €. C'était pas des dollars, c'était des euros, excusez-moi. Et puis ensuite, vous avez tout un tas de petites cartes de promo card qui a été précédemment sorties dans différentes campagnes ou différentes occasions qui sont mises à disponibilité des backers durant cette campagne à nouveau. Ensuite, le livret de règles revu et corrigé en français que vous voyez ici pour 9 €, en format physique bien évidemment. Pour ceux qui auraient déjà le jeu, qui voudraient seulement prendre la nouveauté par exemple. Et puis ma foi, après vous le voyez, en termes de présentation du jeu, de gameplay notamment, il n'y a rien en fait, il y a quelques petites vidéos de review par-ci par-là, notamment il y en a une qui vous explique un peu plus en détail le gameplay, mais c'est tout, et on arrive directement au shipping. Donc je trouve que la campagne n'est pas super bien foutue pour quiconque n'aurait jamais joué au jeu précédemment ou ne le connaîtrait pas. Pour le shipping, donc la TVA, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, est déjà incluse durant la campagne, donc vous n'aurez pas besoin de sortir de billets supplémentaires suite à la fin de la campagne. Et ensuite, pour les frais de port, pour la France ou la Belgique par exemple, mais également pour le Canada, nos amis du Québec, ou le Luxembourg encore, c'est 12, 24 ou 36 € en fonction du poids de votre colis. Donc un jeu, ce serait 12, 2 à 3 jeux, 24, 4 à 6 jeux, donc si vous faites des pledges groupés, 36. Ensuite, pour nos amis suisses, où êtes-vous, amis suisses? J'essaye de vous trouver, mais je ne vous trouve point. Vous êtes où, nos amis suisses? Vous n'existez pas? Ah si, vous êtes là, avec une faute d'orthographe, avec un S qui remplace le Z. Switzerland, 30, 60, 90, donc c'est juste un multiplicateur. Et pour nous, au Japon, ça va être plus ou moins la même chose, j'imagine. Où est le Japon là-dedans, mes bons amis? Le voyez-vous? Dites-moi, je suis perdu. Voilà, ici, Japan. C'est la même chose, 30, 60, 90. Ok. Bon, 30 €, ouais, pour un jeu qui coûte 95 € en deluxe all-in, on va dire. Ouais, c'est pas exagéré, mais bon, c'est pas donné non plus. Voilà, encore une fois, une photo qui met en avant le contenu, le matériel sur la table, et bon, je trouve que ça fait quand même un petit peu vieillot. Et j'aurais très envie de le tester, encore une fois, il a l'air d'être excellent, mais je trouve que c'est un peu vieillot. Et du coup, le prix me semble être un petit peu chéro. Et voilà donc pour Carson City, je serais bien évidemment très curieux d'avoir des retours d'expérience sur des joueurs qui auraient potentiellement pu y jouer par le passé. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si c'est un jeu qui fait encore partie aujourd'hui de votre collection, voire même de votre top 10, allez savoir. Je serais très curieux de savoir ce que vous en pensez, même si je ne me vois pas le baquer durant la campagne, mais c'est un jeu que j'aimerais vraiment beaucoup tester, je me répète à nouveau. Voilà donc pour Carson City du côté de chez GameFound, avec actuellement 1300 backers, 18 jours avant la fin de la campagne et 115 000 € d'engrangés. Et on termine sur un nouveau petit projet, celui que vous avez élu comme étant le projet le plus intéressant de la semaine, un petit projet qui est sorti un petit peu de nulle part il y a quelques mois, on l'a aperçu sur quelques groupes de financement participatif quelques mois avant le lancement de la campagne justement, hein, tel un petit bégonia qui ouvre ses petits bourgeons, hein. Il s'agit de Ruse en français, Instincts of the Den, un jeu dans lequel vous allez développer votre petit groupe de renards, en fait, de petits renards. C'est absolument adorable et le jeu a l'air d'être vraiment sympa. Ça fait partie de ces jeux que j'apprécie beaucoup, qui mélangent différents types de mécanismes, qui les imbriquent les uns avec les autres pour donner un truc vraiment riche et complexe. J'aime beaucoup ce que semble proposer Ruse sur le papier, ça a l'air d'être vraiment très convaincant. L'ADA est plutôt très jolie, la thématique a déjà été vue une ou deux fois, mais c'est pas un truc qu'on voit très souvent non plus pour autant.
je suis très charmé par Ruse. Donc on est pas loin du coup de cœur. Là encore une fois, je me donne le temps de la réflexion jusqu'au montage de la vidéo pour l'attribuer ou non, on verra. Si c'est pas le cas, c'est que ce serait vraiment pas très loin de l'être en tout cas. Ruse, pour l'instant, c'est 550 contributeurs. C'est pas extraordinaire, je pensais franchement que ça ferait mieux parce que je l'ai aperçu à plusieurs reprises sur différents groupes de jeux de société de financement participatif pré-campagne depuis genre 6 mois, et à chaque fois qu'il popait de ci de là, il avait toujours une très belle réception, les gens trouvaient que c'était très joli, que c'était très intéressant, donc je pensais qu'il ferait un score un peu plus conséquent en fin de première semaine, mais ceci dit, ayez à l'esprit que c'est le premier jeu de Ruse Games, même s'ils sont en collaboration, on va le voir un peu plus bas, avec Lucky Duck Games, c'est le premier jeu de Ruse Games et de l'auteur en question aussi, donc 550 backers en moins d'une semaine, c'est quand même un bon résultat, soyons honnêtes, hein. C'est un jeu qui pourra vraisemblablement, avant les 18 jours qui le séparent de la fin de sa campagne, chercher autour de 1500, peut-être 2000 backers si on est un petit peu optimiste. Peut-être un petit peu moins si on est réaliste, avoir entre 1200 et 1500 backers un minimum, je pense. Et c'est un jeu qui a vraiment beaucoup de choses à faire valoir, à mon avis. C'est un jeu qui a vraiment un beau potentiel et que j'aimerais beaucoup tester. Alors je ne sais pas si je le backerai ou non. Il y a une réponse toute faite qui est non, parce que les frais de port sont méchamment chers quand même. Mais bon, ça, on verra ça plus tard ensemble. Alors Ruse, maintenant, comment ça présente sur la table? Eh bien, comme ça. Ma foi, c'est plutôt joli, c'est pas vilain, on a un joli petit plateau central avec différentes zones de jeu que vous pouvez explorer, on a aussi un plateau personnel avec double épaisseur qui va être amené à évoluer selon les différents critères que l'on va décider de faire progresser, on aura aussi notre propre tanière, notre propre terrier que l'on va chercher à développer, à explorer en gagnant aussi certaines ressources au passage, donc il y a encore vraiment pas mal de mécanismes qui sont bien imbriqués les uns avec les autres, on aura même aussi du worker placement, donc du placement d'ouvriers avec nos petits renardeaux, tout ça est très très joliment pensé. C'est pour 1 à 4 joueurs, donc oui, il y a un mode solo, c'est pour 25 minutes par joueur autour de la table, autrement dit, on va aller sur du 1h, 1h30, 1h45, selon le nombre de joueurs autour de la table. Et c'est un jeu compétitif et stratégique. Alors, les composants, vous allez les voir ici, mais d'abord, sachez que ce sont les composants qui composent les composants qui sont inclus dans le Pledge Instincts, donc le pledge de base, hein, à 89 $. 580 composants dans ce jeu, donc le jeu de base, donc le plateau central que vous voyez ici, les plateaux individuels double épaisseur, sans même passer par la case stretch goals, donc d'office double épaisseur, c'est plutôt très sympatoche. Ensuite, les petits meeples adorables de renard, surtout ceux qui sont assis, avec du screen print, là encore, sans avoir à passer par les stretch goals, donc vraiment il a déjà un petit peu deluxifié son jeu sans même passer par les stretch goals, c'est plutôt appréciable pour le coup. Ensuite, un tas de dés, de petits marqueurs en tout genre, les petits plateaux de terrier pour chacun des joueurs. Ensuite, le plateau d'instinct, le plateau de destinée, de destin plutôt, destinée, oui, c'est mes revenus comme ça, c'est la nostalgie qui parle. Ensuite, on aura aussi des petits pouvoirs asymétriques qui vont venir se débloquer au fur et à mesure de la partie. Donc vous partirez, j'imagine en tout cas, avec des plateaux identiques en tout point pour chacun des joueurs, mais progressivement, vous allez choper des pouvoirs uniques et distincts les uns des autres qui feront de votre groupe de renards un groupe légèrement asymétrique comparativement à ceux qui vous entourent. Ensuite, les cartes ici d'objectifs secrets, disons, et il y aura aussi des objectifs communs si je me souviens bien. Ensuite, tout un tas de ressources avec là encore du screen print, donc encore une fois de la deluxification, des petits cubes, des petits tokens en tout genre. Tout ça est très joliment présenté. C'est une très belle DA, je suis assez charmé par la présence sur la table du jeu, ça donne très très bien. Et qui plus est, durant la campagne, on aura aussi la mini-extension Firefox qui sera présentée durant la campagne. Pour l'instant, elle n'est pas encore dévoilée en détail, mais on en saura bientôt plus sur elle. Attention, par contre, un Firefox, aucun lien avec pas le moteur de recherche, mais le module Internet que l'on peut utiliser en remplacement de Internet Explorer, etc., de Microsoft Edge maintenant, comme ça s'appelle. Alors ensuite, le How to Play, brièvement, il y aura 4 phases de jeu. D'abord la Destiny Phase, où l'on va simplement jeter un dé qui déterminera si l'on jouera durant la journée ou la nuit, qui déterminera aussi l'ordre du jeu, enfin l'ordre du tour qui s'apprête à commencer. Ensuite, on a une phase de collection, donc je m'imagine que c'est une sorte de récolte peut-être, où là encore, on va brasser du dé
pour ensuite attribuer les dés en question pour nos différentes pistes de progression de notre petit groupe de renards, avec bien sûr des petits bonus par-ci par-là lorsqu'on réussira à franchir un palier. Ensuite on a une phase d'action où là on aura un peu plus de placement d'ouvriers mais également de gestion de dés, également de placement de dés on pourrait dire, pour aller explorer la map centrale et réussir à obtenir certains petits bonus qui s'y trouvent quand on arrive à, à débloquer un lieu par exemple avant les autres. Ensuite, il y aura aussi l'aspect de notre terrier qu'il faudra construire, explorer et qui nous permettra là encore d'aller acquérir de nouvelles ressources au fur et à mesure que l'on explore. Il y aura cette facette un petit peu gestion de, obtention de ressources et également engine building si j'ai bien compris. Et puis enfin, une phase de croissance. Donc on utilisera les points de croissance qui sont encore à notre possession pour faire croître notre petit troupeau, notre petit groupe de renards. Les mécanismes, je mentionnais tout à l'heure qu'il y en avait tout un tas qui étaient imbriqués les uns avec les autres. On va voir ça tout de suite. Mais d'abord, y a-t-il ici peut-être potentiellement un petit hommage à Jean de La Fontaine, hein, le corbeau avec un fromage dans sa gueule? Bon, peut-être, dans son bec plutôt, la gueule c'est plutôt pour les mammifères. Ensuite, donc disais-je, les mécanismes, le dice management, donc la gestion de dés. Ensuite, on a du draft de tuiles ainsi que le placement de tuiles en question pour le terrier qui est le nôtre et que l'on va pouvoir explorer et qui nous permettra d'aller chercher différentes ressources au cours de la partie. La gestion de ressources que vous entreapercevez ici, les objectifs, je pense qu'il y en a des communs et des secrets, me semble-t-il. Le placement d'ouvriers sur le plateau central, le engine building via votre plateau de terrier qui vous permettra d'aller obtenir de nouvelles ressources et des ressources j'imagine sur le long cours également, enfin de manière répétée, régulière. Et puis enfin les fameux pouvoirs asymétriques que vous pourrez débloquer en cours de partie. Au fur et à mesure donc, que celle-ci progresse, vous pourrez obtenir des petits effets spéciaux, des petits pouvoirs spéciaux qui ne seront pas à la disposition des autres joueurs autour de la table. Ensuite, continuons, on a déjà débloqué tout un tas de petits stretch goals, notamment en termes de deluxification, peut-être des nouvelles cartes d'objectifs également. Donc pas mal de petites choses à aller découvrir au fur et à mesure que la campagne se dévoile. Ensuite, sachez que vous pourrez tester bientôt, pas encore, mais bientôt, le jeu sur Tabletop Simulator. Donc vous voyez le petit Very Soon ici. Donc vraisemblablement, dans les jours à venir, on aura un petit module Tabletop Simulator pour tester et se faire une vraie première opinion du jeu. Le shipping, alors là, c'est là que le bas blesse en partie, ça dépend de là où vous êtes, bien évidemment, mais le shipping peut potentiellement être assez cher. Pour le Canada, bon, Ruse Games, c'est canadien, donc ils ont trouvé des frais de port relativement abordables à 25 $ américains, 35 $ canadiens. Ensuite, pour l'Union Européenne, sauf l'Allemagne qui a un petit tarif préférentiel, pour la France et la Belgique, c'est 35 $. Ça commence à faire un petit peu chéro les frais de port. Est-ce que la TVA a été incluse d'ailleurs? J'ai pas fait attention. Je regarderai plus tard, mais il me semble pas avoir vu quoi que ce soit là-dessus. VAT tax are not included. Donc oui, vous aurez certainement la TVA à sortir par derrière suite à la campagne dans un potentiel pledge manager. Donc 35 $, pardon, de frais de port pour l'Union Européenne, ça coûte un petit peu cher. Ensuite, pour la Suisse, c'est 40, donc c'est pas si différent que ça en réalité. Et pour nous qui sommes au Japon, c'est pour ça que je vous disais, est-ce que je me verrais le baquer? Oui, mais la réponse simple en fait c'est non parce que frais de port, 60 $. 60 $ de frais de port pour un jeu à 80, comme je oublié 89, 79 j'ai oublié, ben c'est quand même quasiment le prix du jeu ou pas très loin. Donc pour moi c'est un no-go quoi, c'est évidemment non, et malheureusement parce que c'est un jeu que j'aurais bien aimé baquer ma foi. Ça a l'air d'être un très joli petit jeu avec une très belle DA, un univers, une thématique assez peu usitée jusqu'à présent, avec plein de mécanismes qui s'imbriquent les uns avec les autres, et ça c'est un truc que j'apprécie tout particulièrement en général. Donc oui, Ruse me tente beaucoup. De là à aller le baquer, je pense que je serais trop raisonnable pour le faire dans l'état actuel des choses. Mais jeu charmant à surveiller de près à mon avis. 550 backers pour l'instant pour Ruse, à l'heure où je vous parle, 18 jours avant la fin de la campagne, et déjà 40 000 € d'engrangés. Et ma foi, c'est à peu près tout pour le menu crowdfunding de cette semaine. J'espère que vous aurez pu trouver des projets susceptibles de vous plaire, de vous faire pencher, de faire pencher la balance vers un pledge potentiellement, hein, même si ce n'est pas l'objectif de la vidéo, mais quand même c'est toujours intéressant de recueillir un petit peu vos avis, de savoir un petit peu ce que vous avez backé ou non d'ailleurs, et pourquoi. C'est toujours intéressant de voir un petit peu les retours de chaque personne, de savoir pourquoi vous avez pris tel ou tel choix.
Du coup, je vous laisse pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau menu crowdfunding, et puis entre-temps, il y aura aussi une vidéo de review d'un jeu qui se trouve derrière moi, que vous entreapercevez derrière mon épaule, que oui, là, voilà, je danse, hein, pour cacher le jeu qui se trouve là. Oh, on voit une petite partie, voilà. Donc on se retrouve très prochainement, quoi qu'il arrive, sur la chaîne des Ludovores. Je suis complètement pété aujourd'hui, j'ai pas assez dormi, ça fait une semaine que je dors 4 à 5 heures par jour, c'est pas assez très clairement pour mon organisme. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine.